Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Plus d'un jeune sur 3 déclare être concerné par un problème de santé mentale. 3 ans après la crise sanitaire, quid de ce nouveau mal-être chez les adolescents? On en parle dans un instant avec le chef du service psychiatrie, enfants et adolescents de l'hôpital Henri Laborie de Poitiers, Ludovic Giquel. En deuxième partie d'émission, on vous présentera la toute première Coupe du Monde de rugby scolaire qui aura lieu en septembre prochain. Son directeur sera avec nous par Skype. Enfin, dans sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux, Guillaume Ouattara reviendra sur la polémique qui monte autour de l'épreuve de spécialité de SVT, jugée trop dure et surtout hors programme pour bon nombre d'élèves et même quelques enseignants. Vous verrez, c'est dans quelques instants. Guillaume, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec les suites d'une nouvelle tragique. Un jeune homme est mort lors d'une épreuve du bac ce mardi. Papa, je l'aurai, ce bac, ce sont les derniers mots de Nadir, 19 ans, à son père avant de se rendre à l'épreuve d'économie du bac STMG mardi dernier, une épreuve qui avait lieu à 14h. Le jeune Nadir, il est arrivé en France à l'âge de 3 ans avec une malformation cardiaque. Il a eu une opération qui lui a permis d'allonger son espérance de vie. Il a même eu un pacemaker. Eh bien, il a succombé dès le début de l'épreuve à une crise cardiaque. Ce fait divers est tragique, mais il est également terrible aussi sur ce qui s'est passé au-delà de ce fait divers dramatique. L'attitude des surveillants pose question. Nos confrères de La Voix du Nord ont recueilli des témoignages édifiants de jeunes qui étaient présents sur les lieux. Un bachelier raconte: les élèves se levaient pour aller voir ce qu'il avait. On leur disait de s'asseoir, de continuer le bac. Un adulte continuait à passer dans les rangs pour faire signer la feuille de présence, alors que Nadir était toujours par terre. Il ne parlait plus et commençait à devenir bleu. Plus grave encore, l'épreuve a repris après quelques minutes d'interruption. Certains élèves choqués par ce décès ont souhaité arrêter l'épreuve, rentrer chez eux, souffler un coup. Eh bien, le proviseur aurait dit, et c'est encore dans La Voix du Nord qu'on peut lire ce témoignage, on nous a dit qu'on ne pouvait pas continuer, que quelqu'un était en train de mourir. Le proviseur nous a répondu que c'est une étape de la vie et que quitter la salle, c'est abandonner le bac. Une enquête administrative a été ouverte, a confié Pap Ndiaye dans un communiqué aujourd'hui. Une enquête administrative, il y a une saisine de l'inspection générale afin d'évaluer les modalités de prise en charge de cet élève va avoir lieu avant l'arrivée donc des secours et aussi pour comprendre la gestion de la situation de crise au sein de l'établissement. À noter également que le parquet de Lille a lui aussi ouvert une enquête pour faire la lumière sur ce qui s'est produit durant cette épreuve. On poursuit avec la mobilisation des enseignants qui ne faiblit pas pour cette nouvelle journée de mobilisation. Oui, le principal syndicat, le SNUI, PP, FSU, syndicat enseignant, annonce qu'entre 40 et 50% des professeurs du primaire sont en grève ce jeudi. On attend les chiffres du ministère, les chiffres officiels pour cette nouvelle journée de mobilisation. Les mobilisations étaient le plus importantes dans certaines régions, les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales et la Haute-Vienne, où on est à plus de 50% de grévistes, 55% du côté de la Seine-Saint-Denis et plus de 70% à Paris. La plus forte mobilisation dans l'éducation nationale avait eu lieu le 19 janvier dernier avec 42,3% de grévistes dans le primaire et 34% dans le secondaire, mais on saura demain les chiffres remontés par le ministère. On continue avec le ministre Pap Ndiaye qui souhaite de l'éducation aux médias dans toutes les classes. Oui, le ministre a été interviewé par les journalistes de l'APEM, l'association pour l'éducation aux médias, dans le cadre de la semaine de la presse à l'école qui va s'ouvrir d'ici quelques jours. D'abord, il a eu des mots durs, le ministre Pap Ndiaye, autour des réseaux sociaux. Il a une vision très critique. Il explique que sur les réseaux sociaux, je cite, un gamin de 10 ans peut avoir un avis équivalent à celui du plus grand savant sur tel ou tel sujet. Voilà, les mots sont dits. Il a ensuite expliqué faire de la lutte contre les fake news l'une de ses priorités. Il appelle ça d'ailleurs des bobards. Voilà, c'est le nouveau terme. On ne parle plus de fake news, on parle de bobards. Et il explique, nous souhaitons... Oui, mais des mensonges, c'est pareil. Des mensonges, ouais, mais de bobards. C'était un terme qui nous avait un peu manqué. Merci Pap Ndiaye de le remettre au goût du jour. Nous souhaitons que tous les élèves, explique Pap Ndiaye, du cycle 2 jusqu'à la terminale puissent bénéficier d'une action d'éducation aux médias et à l'information au moins une fois par an. Une mission flash portée par 2 députés préconisait il y a quelques semaines, au mois de février, eh bien, que des heures d'éducation aux médias
l'IA soit inscrite dans l'emploi du temps des élèves. C'est une fin de non-recevoir pour Pep Ndiaye qui veut que ce soit des enseignements transversaux à plusieurs disciplines. On termine ce journal avec une affaire de discrimination dans un lycée militaire. Oui, c'est à Autun, dans un lycée militaire, que nos confrères du Parisien ont révélé qu'une lycéenne originaire du Congo-Brazzaville aurait été poussée à quitter la voie générale pour partir en filière professionnelle. En fait, ce qui se passe, et ce que le Parisien rapporte, c'est que les professeurs de cet établissement devaient remplir des bulletins jusqu'au 10 mars et le 14 mars, ils ont reçu un mail qui a fuité où le proviseur expliquait qu'il fallait changer les appréciations pour pousser l'élève à quitter la filière générale. Dans ce message, la responsable pédagogique justifie sa demande en expliquant que l'élève en question, qui est en seconde, a accumulé de graves lacunes pendant ses années en Afrique et qu'elle devrait donc être orientée vers une filière professionnelle, même si cela va en l'encontre du souhait des parents. Leur avocat, maître Johannes Louis, s'explique. Le 14 mars, la proviseure adjointe demande à titre exceptionnel de modifier celle-ci, les appréciations, en tenant des propos quasiment discriminatoires, en insistant sur la provenance de l'élève du Congo-Brazzaville. Mise en cause, l'établissement militaire se défend et nie toute intention de nuire à la scolarité de l'élève. Nous cherchons à accompagner une élève dans ses difficultés et à essayer de lui trouver une orientation la plus adaptée possible à ses capacités et à ses aspirations, précise le colonel Pierre-Henri Truquet, chef de corps du lycée militaire. Évidemment, une plainte a été déposée par la famille ainsi que par des associations pour faire la lumière, là aussi, sur toute cette affaire. Merci Guillaume. Près d'un jeune sur 5 présente des troubles dépressifs sévères ou modérément sévères. La situation est grave pour les adolescents français qui présentent de vrais troubles de santé mentale. On en parle tout de suite avec le professeur Ludovic Gicquel. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Ludovic Gicquel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes chef du pôle psychiatrie enfants et adolescents du centre hospitalier Henri Laborie à Poitiers. 3 ans après la crise sanitaire, l'ensemble de la population vit lourdement évidemment l'impact sur la santé mentale et physique de ce virus et les adolescents ne sont pas épargnés. Loin de là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai sous les yeux, je vais vous les donner. Près d'un jeune sur 3 déclare être personnellement concerné par un problème de santé mentale, donc 32%, plus 11 points par rapport à l'ensemble des Français. Près de 2 jeunes sur 3 estiment que la crise sanitaire actuelle aura des conséquences négatives sur leur santé mentale en général. Et avec la crise sanitaire, une majorité des jeunes ont eu des symptômes de nervosité et d'anxiété, 69%, d'irritabilité 67% et ont ressenti des difficultés à se détendre 65%. Et le dernier chiffre, si je peux me permettre, et j'espère que mes chiffres sont bons, Ludovic Gicquel, plus d'un jeune sur 5 a présenté des troubles dépressifs sévères ou modérément sévères. Évidemment, c'est extrêmement inquiétant. Alors en même temps, ces chiffres traduisent tout à fait ce que l'on constate sur le terrain, puisque, comme vous l'avez récapitulé, la souffrance psychique des adolescents s'exprime à différents niveaux, je dirais de la forme la plus légère à la forme la plus sévère, et partant de là, que ce soit chez les médecins traitants, en passant par les maisons des adolescents, jusqu'aux centres de consultation et aux unités d'hospitalisation, on constate au quotidien, durablement, que nous sommes sollicités, voire sursollicités. Alors, sursollicité, vous le disiez évidemment pour des formes sévères aussi de dépression, un phénomène nouveau, en tout cas pas forcément nouveau dans le temps, mais nouveau dans le sens où il devient de plus en plus fréquent et massif, c'est celui des automutilations. On en parle de plus en plus et malheureusement ce phénomène est très important chez les adolescents. On cherche du coup à se rapprocher de la mort en s'automutilant ? Non, ce n'est pas forcément la vocation première de l'automutilation. Je dirais que, pour le dire un peu d'une formule, dans un certain nombre de situations, l'automutilation permet, de transformer une souffrance psychique en souffrance physique. Pour le dire autrement, là où j'ai mal, je sais où j'ai mal, et quelque part, ça permet un peu de traduire dans le corps et d'apaiser par le corps une souffrance psychique qu'on n'arrive pas à gérer justement au niveau de son esprit. Mais c'est différent de la scarification ?
Non, la scarification, c'est l'autre nom que l'on donne pour les coupures, souvent au niveau des avant-bras. À terme, à force de se scarifier, effectivement, ça peut conduire à l'émergence d'idées suicidaires, voire de passage à l'acte suicidaire. Mais ce sont deux choses différentes à la base. Et est-ce qu'on peut s'inquiéter du fait que ce phénomène soit plus vraiment tabou en fait? On a vu des images et même des témoignages d'adolescents qui finalement se retrouvent entre eux pour des séances d'automutilation. Tout à fait. On est vraiment dans un phénomène, on pourrait presque dire, de masse, puisque nous, on avait fait une étude, vous voyez, il y a près de 10 ans de ça, on avait demandé à plus d'1 millier de jeunes de 15 ans, dans le cadre de l'étude HBSC, qui est une étude justement qui est faite dans les collèges et lycées, et la question c'était, est-ce qu'il vous est arrivé au moins une fois dans votre vie de vous blesser volontairement sans vouloir vous tuer, ce qui est un peu, on va dire, la définition d'automutilation. Et bien, sur ces échantillons, 34% avaient répondu oui. Et il y avait plus de 40% de filles. Donc là, si vous voulez, on peut véritablement parler d'une sorte de stratégie de régulation des émotions à l'échelle sociétale. On parlait de la crise, évidemment, la crise sanitaire qui était vraiment un effet extrêmement déclencheur. Alors, sauf pour ceux qui ont eu un impact grave sur leur santé, c'est surtout un révélateur finalement des angoisses nourries de longue date. C'est-à-dire que, est-ce que cette crise Covid, cette épidémie, et vous hochez de la tête, donc j'imagine que c'est oui, cette crise, cette épidémie a déclenché finalement ce qui était latent? Je pense que cette épidémie a eu un effet booster, c'est-à-dire que un mal-être qui était effectivement latent et progressif a été soudainement accéléré sous l'effet très fragilisant de l'épidémie qui, encore une fois, a attaqué en quelque sorte les fondements de l'individu, de sa relation aux autres, des capacités de la famille à pouvoir, je dirais, absorber les angoisses sociétales, les difficultés à venir. Et donc, quelque part, les adolescents et les enfants d'hier, qui sont devenus les adolescents de maintenant, qui étaient déjà fragiles et vulnérables, je dirais, ont basculé dans des proportions jamais atteintes, dans une souffrance qui, du coup, s'est amplifiée en nombre de personnes concernées et en intensité pour un certain nombre d'entre elles. Oui, parce qu'effectivement, à vous écouter, on doit le rappeler quand même, là on parle d'adolescents. L'adolescence déjà à la base, épidémie ou pas, crise sanitaire ou même sociale ou financière ou pas, c'est une période compliquée dans la vie de n'importe quel individu. Et donc évidemment c'est une découverte aussi des corps, des relations sociales, de ce qu'est la société et des enjeux qui nous attendent. Tout à fait. Je pense que l'adolescence, on l'oublie, mais c'est un énorme bouleversement. C'est un bouleversement corporel, c'est un bouleversement, je dirais, relationnel, émotionnel. Enfin, c'est quand même, je dirais, le grand chambardement. Et il est clair que ça met à l'épreuve des capacités d'adaptation, des capacités à faire face. Et partant de là, je dirais, ça a une fonction voilà, de révélateur d'un certain nombre de fragilités et de vulnérabilités qui, du coup, eh bien, s'expriment par le biais de différents symptômes. Évidemment, je dirais que la rencontre de l'époque avec les adolescents actuels eh bien, produit tout ce que vous avez décrit précédemment au plan des symptômes. Alors évidemment, la question c'est comment aider ces enfants dans toute forme de mal-être. Eh bien, la solution se trouve souvent dans la détection de ce fameux mal-être, puisque arriver à l'avoir et surtout à temps, est-ce là réellement peut-être le vrai problème qui se pose? En tout cas, la vraie question à se poser, c'est comment être là au bon moment et savoir être vigilant. Vous l'évoquiez tout à l'heure, l'automutilation n'a rien de banal, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit forcément alerter les parents, alerter l'entourage, alerter évidemment les professionnels de l'éducation nationale qui sont quand même aux avant-postes du contact au quotidien avec les élèves et donner lieu effectivement à une écoute et une prise en charge, je dirais qu'il va aller crescendo en termes de prise en charge. Signalons effectivement là aussi le rôle important des maisons des adolescents qui permettent dans nombre de situations un accueil, je dirais, sans rendez-vous, et y compris pour certains évidemment de manière anonyme. Donc l'idée c'est que les adolescents aient le sentiment d'avoir des lieux, certes familiaux, mais des lieux aussi extra-familiaux où ils peuvent déposer leurs souffrances, où on va pouvoir les écouter. Et je dirais que la disponibilité
je dirais, de l'écoute est importante dans ces situations-là. Et vous comprenez bien, de fait, en contrepartie, que l'embolisation de certaines structures de soins, malheureusement, je dirais, aggrave certains tableaux au point que, au moment où on les prend en charge, ils sont déjà avancés. Oui, mais c'est ça la question, c'est que quand ils ont fait le chemin pour aller dans ces maisons-là, ou dans ces centres, ou pour voir un pédopsie par exemple, bon, on peut se dire que peut-être que déjà on est vers la voie de la guérison. Mais le problème, c'est ceux qui n'ont pas encore fait ce chemin-là. Comment réussir à être près d'eux? Eh bien, c'est justement tout l'intérêt de pouvoir déployer différents types de lieux d'écoute où j'évoquais les maisons des adolescents. Il y a effectivement, encore une fois, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, les personnels de l'éducation nationale. Bref, il y a différents lieux ressources comme ça qui doivent pouvoir être disponibles. Bien évidemment, l'écoute parentale, la disponibilité, le repérage du fait que et voilà, son adolescent ne se comporte plus tout à fait comme avant, il y a des choses qui vous inquiètent, il y a voire même une rupture par rapport à un état antérieur. Donc il faut multiplier encore une fois les différentes possibilités. Et puis si on prend par exemple la question des idées suicidaires, eh bien il faut aussi considérer que voilà, la question de la prévention du suicide, c'est l'affaire de tous. Et donc il faut que tout le monde se sente concerné par ça, comme d'ailleurs on se sent concerné par un certain nombre d'autres problèmes de santé publique. Donc c'est tous ces éléments-là qui contribuent à mon sens à permettre aux adolescents à ne pas rester isolés, à ne pas rester seuls avec leur souffrance qui ne fait que l'amplifier. On parlait de la fameuse triangulaire, hein, donc des enfants de l'école, les enseignants, éducateurs et autres, et parents. Parlons d'abord du côté école. Est-ce que l'école est équipée, entre guillemets, pour cela? Est-ce que les enseignants sont formés, justement, à l'écoute, à l'aide aux problèmes que rencontrent les adolescents? Alors, je ne parlerai pas à la place, évidemment, de l'éducation nationale. Je citerai l'exemple de ce que nous faisons depuis de nombreuses années dans la Vienne, hein, le département où je travaille. Ça s'appelle les permanences d'évaluation clinique. Et en fait, si vous voulez, nous avons des infirmiers qui, évidemment, en articulation avec les infirmiers scolaires et les psychologues scolaires, assurent des permanences dans une trentaine de collèges et lycées du département. Et ça, donc, je vous dis, depuis près de 20 ou 30 ans. Et l'avantage de cela, c'est que pour vous donner une idée, sur 1000 adolescents qui peuvent être vus dans l'année, eh bien, il y en a entre 100 et 150 qui finalement vont au centre médico-psychologique ou en tout cas sont orientés vers ça. Ça veut dire que pour l'immense majorité des cas, eh bien, cette capacité de trouver in situ, donc dans les collèges et lycées, un interlocuteur pour eh bien, échanger le plus précocement possible sur des problèmes, eh bien, désamorce ou en tout cas résout la plupart des situations à ce stade. Alors, quid des parents, justement, puisque les parents eux-mêmes ont été très impactés par cette pandémie, cette situation difficile depuis 3 ans. Pour d'autres familles, c'est depuis bien plus longtemps. Mais enfin, je parle bien de l'épidémie là et de tout ce qu'on a vécu depuis 3 ans qui a été très compliqué. Peut-être que si je peux faire une image, dans l'avion, on nous dit toujours que si jamais il y a un problème, il faut d'abord s'équiper les parents soi-même, alors qu'on a tendance forcément à protéger l'enfant et à lui mettre le gilet de sauvetage. Eh bien non, en fait, c'est les parents qui vont pouvoir, parce qu'ils sont sauvés, pouvoir sauver leur propre enfant. Est-ce que c'est pas un réflexe aussi des familles de se dire mais moi déjà je vais faire attention à moi, je vais essayer d'aller bien et pouvoir maintenir la famille et puis les ados on verra après? Je pense que votre image est très bonne et elle traduit le fait pour les parents d'être en capacité non seulement de mettre le masque, mais de pouvoir effectivement après, une fois équipés, de pouvoir s'occuper de leurs enfants. Je pense que si on va dans le prolongement de ce que vous évoquiez, je dirais la fonction protectrice, la fonction filtrante des parents est quand même voilà, souvent prise en défaut par le fait qu'eux-mêmes sont confrontés à la difficulté, aux difficultés, aux multiples crises, aux multiples sources d'angoisse et autres actuellement, et que partant de là, je dirais, leur capacité à faire écran, leur capacité à pouvoir justement filtrer les choses pour leurs enfants se trouvent prises en défaut. Et donc partant de là, ce qui peut effectivement, malgré eux, hein, on est bien d'accord, je dirais contribuer à la souffrance et au mal-être des enfants et des adolescents, c'est justement encore une fois leur propre capacité à pouvoir, je dirais, protéger en quelque sorte leurs enfants de l'environnement auquel ils sont confrontés. Et probablement aussi les réseaux sociaux, parce qu'on en parle beaucoup. Il y a aussi des bonnes choses, hein, bien entendu, du fait d'avoir accès à toutes ces informations, à la culture, mais il y a aussi beaucoup de désavantages. Et parents comme enfants, être trop informés, est-ce que cette surinformation peut être aussi source d'angoisse ?
Bah, très clairement. On a tendance à parler un peu de la génération zapping, mais au-delà de cette terminologie, ce qu'il faut entendre, je dirais, c'est le niveau de bombardement informationnel, stimulationnel et autres, pour employer tous ces mots un peu barbares, auxquels nos enfants et nos adolescents sont soumis. C'est-à-dire que leur capacité justement à faire face, à filtrer, à se protéger de ce flux continu d'informations non filtrées, plus ou moins anxiogènes et autres, eh bien, ce flux met à rude épreuve leur capacité justement à pouvoir trouver des sources et des capacités d'apaisement, de pouvoir effectivement se poser. Et je dirais que pour le coup, nombre de parents ont du mal à faire écran aux écrans. De fait, je dirais l'adolescent et quelquefois les enfants se retrouvent face à face avec leur écran qui certes les nourrit de tout un tas d'éléments mais aussi les expose à tout un tas de stimuli et autres qui peuvent les mettre en difficulté. Oui, alors, mais le problème, c'est souvent les parents, puisqu'en fait, faire effectivement écran aux écrans, ils n'y arrivent pas. Et même, certains parents, beaucoup même, vont chercher la réponse à leur mal-être, au mal-être des enfants, sur Internet, face à des tutos, par exemple, que l'on peut retrouver. Je rappelle, Ludovic Giquel, que vous êtes chef du pôle psychiatrie enfants et adolescents du centre hospitalier Henri Laborie de Poitiers. Donc, forcément, lorsqu'on est psychiatre, lorsqu'on dirige un pôle aussi important, j'imagine que vous alertez aussi sur ce que peut retrouver comme information sur Internet et faire ce qu'on peut appeler basiquement de la psycho de comptoir et qui ne serait pas du tout salvatrice pour nos enfants ni pour les parents. Alors, sur la question des écrans, bon, c'est un fait. Et puis, bon, si on peut par là, ce ne sont pas les enfants qui vont dans les magasins acheter les téléphones ou les tablettes. Voilà, enfin, encore une fois, c'est quelque chose qui s'impose un peu à tout le monde. La question, c'est comment est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce qu'on arrive, évidemment, à ne pas exposer trop tôt les enfants à ces outils dont il convient de préciser quand même que je pense que pour la première fois de l'histoire, les parents ont quelque part, je dirais presque des rivaux. C'est-à-dire que les écrans tels qu'ils existent sont des outils interactifs, des outils numériques interactifs. C'est-à-dire que quelque part, et ça explique aussi par moments le phénomène un peu d'isolement qu'on peut constater, eh bien, là où vous avez l'interaction humaine, évidemment naturelle, vous avez à présent une interaction numérique ou numérisée qui vient un peu par moments soit en complément, soit en rivalité par rapport à cette interaction humaine. Et donc, partant de là, comme vous le rappelez très bien, eh bien, l'enfant et l'adolescent va se nourrir d'un certain nombre d'éléments d'ordre culturel, éducatif et autres sur les tutos, les tablettes et autres. Et quelque part, effectivement, ça peut mettre les parents en difficulté par rapport, pour certains, à une forme d'autorité ou d'éducation naturelle. Donc, il y a comme ça, par moment, le sentiment que c'est comme si les parents étaient un peu challengés par les écrans. Bon, il faut composer avec et plutôt que de les interdire ou de les diaboliser, bon, d'abord il faut nuancer, on est bien d'accord, leur usage en fonction des âges, mais aussi être avec, être avec son enfant ou son adolescent sur des choses tout à fait intéressantes. Bref, s'intéresser à ce à quoi il regarde, l'aider à se contenir, le protéger de l'effet très addictif. Encore une fois, n'oublions pas qu'avec les écrans, je dirais le produit c'est nous. Donc c'est un outil qui n'est pas neutre de ce point de vue-là, et donc il faut à la fois s'en servir et s'en protéger. Un parent qui n'aurait pas le réflexe d'aller voir un psychologue ou un psychiatre ou votre service, par exemple au centre hospitalier de Poitiers, et qui donc du coup irait, et c'est encore l'objet de ma question, qui irait donc sur Internet trouver des réponses, par exemple au phénomène d'autisme de son propre enfant. Est-ce que c'est dangereux pour vous ? Disons que, en l'occurrence, comme disait quelqu'un, et ça m'avait évidemment intéressé comme formule, il disait généralement quand on reste sur Internet pour trouver ce que l'on a, on trouve toujours la personne qui a la même chose que vous, mais elle, c'est beaucoup plus grave ou elle est morte. Donc forcément, ça traduit les limites, je dirais, de ce type de médias à utiliser. Bon.
que éventuellement Internet vous dise attention, là il faut s'inquiéter, il faut consulter, ça peut être utile, mais il est bien évident que rien ne remplace le fait d'aller voir, voilà, comme vous le disiez, un psychologue ou un pédopsychiatre pour partager son inquiétude, parce que ce qui est important, c'est que c'est un humain qui va rassurer un autre humain, c'est pas une machine qui va faire ça, et pouvoir interagir en vrai et pouvoir justement au terme de l'évaluation, eh bien en ressortir informé, rassuré et le cas échéant accompagné. Est-ce que les Français ont un problème justement avec l'idée d'aller voir un psychologue ou un psychanalyste? Je dis bien que ces sont deux métiers différents, en tout cas deux disciplines différentes. Est-ce qu'on est un peu en retard en France par rapport à cela? Vous avez raison de souligner ce point-là. Je sais que c'est un point, en tout cas nous, qui nous occupe beaucoup dans, je dirais, la déstigmatisation de la pédopsychiatrie. Voilà, on a tous un peu des stéréotypes ou des idées reçues sur le métier qu'on peut exercer, sur, je dirais, le caractère inquiétant de la pathologie psychiatrique. Non, je pense qu'encore une fois, il faut expliquer, encore expliquer, faire de la pédagogie, et faire en sorte que, eh bien, pour les enfants et les adolescents, aller voir un pédopsychiatre ou aller voir un psychologue, ça n'est pas aller chercher la confirmation ou l'infirmation qu'on serait fou, mais au contraire, évidemment, aller voir un professionnel et être rassuré sur le fait qu'il va pouvoir nous aider et qu'on va pouvoir être soulagé de nos difficultés en sortant. Peut-être que pour tous ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est, justement, une séance avec un pédopsychiatre, peut-être rappeler tout simplement qu'on est là pour discuter, qu'on n'apporte pas forcément des réponses pratiques, juste pour qu'on comprenne ce que c'est. Oui, encore une fois, quand on en arrive à voir le pédopsychiatre, eh bien c'est que souvent, eh bien, on a pu déjà commencer à en parler un peu à son médecin traitant, voir qu'on a pu déjà aussi avoir quelques séances avec un psychologue, et que ce niveau-là, on va dire, de prise en charge n'a pas suffi à apporter un apaisement, en tout cas les réponses aux questions qu'on pouvait se poser. Et donc après, partant de là, eh bien, en allant voir le pédopsychiatre, c'est l'occasion, eh bien, de dire pourquoi on va le voir, et c'est l'intérêt aussi justement par rapport aux adolescents ou aux parents d'adolescents, de leur expliquer l'intérêt de la démarche, de les rassurer sur le fait qu'effectivement rien de compliqué va se passer, et puis on va pouvoir discuter d'abord avec l'adolescent et ses parents, puis généralement avec l'adolescent tout seul, et puis après on refait une synthèse de cette évaluation. Vous comprenez bien que c'est une évaluation qui prend du temps et qui nécessite qu'on passe un petit peu en revue les grands secteurs de vie et de fonctionnement de l'adolescent, sa trajectoire aussi, je dirais, développementale. Bref, tous ces éléments-là, souvent, un seul rendez-vous ne suffit pas, il faut 2 ou 3 rendez-vous dits d'évaluation, et après, eh bien, on fait un bilan de cette évaluation et on propose une stratégie thérapeutique. Voilà, justement, dans la stratégie, j'aimerais rappeler un chiffre, plus 62% de prise d'antidépresseurs chez les adolescents en 7 ans. Une remarque à ce sujet, une réaction ? Je dirais que ça appelle plusieurs commentaires, parce que forcément, dit comme ça, ce chiffre a de quoi alerter, voire inquiéter, je dirais, les personnes qui l'entendent. Je distinguerais quand même les prescriptions d'antidépresseurs par les psychiatres ou les pédopsychiatres de celles des autres professionnels de santé. D'ailleurs, la plupart des psychotropes, toutes tranches d'âge confondues, sont principalement prescrits par des non-psychiatres. Ensuite, ça n'est jamais le traitement de première intention. Alors après, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça peut vouloir dire d'abord que, eh bien oui, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, l'augmentation du nombre d'épisodes dépressifs implique, comment dirais-je, une augmentation en parallèle des prescriptions d'antidépresseurs. L'autre chose, l'augmentation de l'intensité de la symptomatologie dépressive, là aussi, implique une augmentation de prescription. Et puis, l'autre chose, eh bien, c'est que dans un certain nombre d'endroits en France, il n'y a pas de pédopsychiatrie suffisante ou suffisamment disponible parce que voilà, les structures sont saturées. Et dans ces cas-là, eh bien, les médecins traitants, notamment, sont conduits à prescrire des antidépresseurs, bien parce qu'il faut répondre, évidemment, à l'urgence de la symptomatologie. Et c'est donc, de fait, un peu le reflet aussi de l'état de saturation de l'offre de soins. Donc, tout ça mis bout à bout, effectivement, explique le recours à ces traitements.
pour, encore une fois, justement, faire face à des symptomatologies bien souvent aiguës. Merci beaucoup Ludovic Gicquel d'avoir été avec nous sur ce grand JT. Merci pour toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes le chef du pôle psychiatrie enfants et adolescents du centre hospitalier Henri Laborie de Poitiers. Merci. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve. Allez, de retour sur le plateau du Grand JT avec Guillaume Ouattara. Nous sommes ravis d'accueillir François Rochebaillard. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'organisateur de la Rugby Heritage Cup. Alors aujourd'hui, on parle sport, on parle rugby. Ça me permet d'embrasser tous mes camarades du sud-ouest de la France, tous les copains qui aiment le rugby. Vous venez nous présenter aujourd'hui la Rugby Heritage Cup, le tout premier tournoi mondial de rugby scolaire qui aura lieu en septembre à Pont-le-Voix, en région Centre-Val de Loire. Alors quel est l'objectif justement de l'organisation de cette compétition ? L'objectif est très simple, il est de réunir la jeunesse du monde autour de ce magnifique jeu qu'est le rugby, qui est un jeu à la fois sportif mais aussi un jeu éducatif. Et on a cette chance extraordinaire en 2023 à la fois d'accueillir la grande Coupe du monde de rugby en France et aussi de célébrer les 200 ans de la création du jeu de rugby dans une école. Donc voilà, c'est pour ça qu'on réunit 24 écoles garçons et 24 écoles filles pour participer à ce grand tournoi mondial qui est une première. Alors vous le disiez, 24 écoles garçons, 24 écoles filles, 700 enfants à peu près je crois. Combien de pays présents ? Aujourd'hui, on est en train de finaliser ça, mais on sera autour d'une bonne trentaine de pays. Et on a cette formule depuis avant-hier. Pont-le-Voix sera le rugby de A à Z, puisqu'on a la chance d'avoir l'Argentine et le Zimbabwe aussi nous a confirmé sa présence. Donc le rugby de A à Z. Le rugby de A à Z, génial. Avec les vraies valeurs du rugby qu'on peut quand même rappeler, parce que certains d'autres sports se vantent de leurs valeurs, mais je pense que celles du rugby sont essentielles. Les valeurs, on en parle beaucoup. Alors, on a une grande instance internationale qui s'appelle World Rugby, qui a précisé ces valeurs, qui sont la discipline, le respect, l'intégrité, la solidarité, et la passion. Voilà, donc c'est ces mots qui unissent un peu les rugbyman et les rugbywomen. Et nous, on souhaite vraiment travailler ce sujet de la transmission et faire en sorte que ces valeurs soient transmises. Et que cette grande Coupe du Monde qui s'annonce en France soit aussi un moment où on célèbre tout ça et qu'on s'adresse particulièrement à la jeunesse qui doit être totalement présente et active sur ces grands événements mondiaux comme la Coupe du Monde, les JO et ces grandes manifestations sportives internationales. Et ces valeurs dont on parle, qui font écho évidemment au monde éducatif, à l'école en particulier, c'était important pour vous que le sport et le monde enseignant soient liés au travers de cette coupe ? Exactement, c'est même l'axe central de cet événement, de combiner à la fois l'aspect éducatif et l'aspect sportif, parce que les deux vont ensemble et les deux s'enrichissent. Et on a la chance d'avoir autour de nous des partenaires qui sont convaincus de ça et qui nous soutiennent fortement dans cette démarche, que ce soit des grands joueurs de rugby. On a la chance d'avoir Philippe Sella, Daniel Dubroca, Safi Ndiaye pour les grands joueurs français, mais aussi David Kirk, François Pinard, John Hills, Daniel Carter pour les grands joueurs internationaux. Ces joueurs sont mobilisés autour de ça, mais aussi nos grands partenaires, les soutiens politiques aussi autour de l'événement. Voilà, on sent qu'il y a une vraie mobilisation autour le sport aide à éduquer et c'est absolument merveilleux. Guillaume Ouattara. Il y avait eu, il y a quelques mois, des difficultés autour du rugby à la suite d'un accident dans un cadre scolaire et je crois de l'interdiction du rugby en milieu scolaire. On en est où aujourd'hui ? Est-ce que ce mondial, c'est aussi l'occasion de remontrer que le rugby a sa place dans le milieu scolaire ?
C'est une excellente question. Effectivement, d'abord, c'est dramatique quand il y a un accident. Ça, c'est toujours un drame. Mais je pense que c'est aussi montrer l'événement comme la Rugby Heritage Cup est là pour montrer aux enfants qu'il est souhaitable de s'engager, d'avoir de l'audace, d'avancer, et aussi à tout le corps enseignant de montrer que la pratique du sport est aussi sécurisée, et particulièrement du rugby. Donc nous, on a beaucoup travaillé cet aspect-là en termes de sécurisation, à la fois au niveau des règlements, mais aussi des comportements et de la philosophie du jeu. Je crois que c'est très important par rapport au jeu de rugby aujourd'hui aussi d'intégrer les filles dans ce jeu, parce que les filles apportent autre chose. Et elles apportent aussi peut-être une dimension qui est nécessaire pour trouver un rugby plus sécurisé, plus harmonieux, plus dans l'évitement que dans l'affrontement. Donc, je crois que tout ça se combine pour faire en sorte que ce tournoi soit une petite marche vers un rugby plus scolaire, plus adapté à une pratique massive, et voilà. Alors qu'il est déjà beaucoup. Alors justement, parlons de la coupe en elle-même. Les équipes vont se mesurer à travers 3 matières, il me semble, d'après ce que j'ai lu. Il y a un rugby à 7, c'est bien cela? Tout à fait, un tournoi classique de rugby à 7. Un rugby short pour illustrer en vidéo les valeurs aussi. Exactement, donc l'idée c'est que chaque équipe tournera une petite vidéo sur l'une des 5 valeurs du rugby, et ça nous permettra de diffuser ces valeurs sur tous les réseaux sociaux qui seront actifs. Et un tournoi rugby chef, c'est-à-dire chef cuistot? Exactement, donc l'idée c'est qu'on est en France, et puis moi je suis de naturel gourmande, donc la France c'est aussi le pays du bien manger, et ça nous a paru important à la fois pour célébrer le côté culinaire et gastronomique de la France, mais aussi pour donner à chaque école la possibilité d'exprimer sa culture, ses traditions, et aussi de partager. On pense que autour de la table et autour du repas, c'est important que les enfants se rencontrent et partagent des découvertes, et parmi les découvertes, la découverte alimentaire et culinaire nous semble à la fois sympa, très ludique et éminemment efficace. Alors j'imagine que les copains Eric Hospital, Christian Etchebest et tout le monde seront à vos côtés pour ce magnifique tournoi. Ça me permet de les saluer et de les embrasser. Cette histoire du rugby, ce mondial, clairement, cette Rugby Heritage Cup, alors elle se prépare comment? C'est-à-dire que tous les enfants, chacun dans leur pays, on a dit de A à Z, dans chacun dans leur pays ont des préparatifs spécifiques pour ce tournoi? Alors oui, et alors on n'est pas au courant de tout, et tant mieux d'ailleurs. Ce que l'on sait, c'est qu'on a des vidéos régulières d'écoles qui se préparent à la fois sur le challenge vidéo, mais sur le challenge culinaire, mais aussi bien sûr au niveau rugbystique. Donc on sent cette émulation d'écoles qui ont envie et qui ont bien compris le côté global de l'événement, et pas uniquement sportif. Donc ça, c'est absolument merveilleux, c'est très enthousiasmant. Et là, on a à peu près une bonne vingtaine d'écoles qui nous ont envoyé des petites vidéos pour nous montrer que à la fois elles arrivaient et qu'elles étaient prêtes à participer dans un état d'esprit assez remarquable. J'ouvre une parenthèse, on travaille un code de conduite avec cette école pour définir avec les enfants la façon dont ils vont se comporter, et qu'est-ce qui est important pour eux et en quoi ils peuvent contribuer à la réussite de l'événement. Donc voilà, on est en train d'associer les enfants et de les impliquer fondamentalement dans comment il faut vivre ensemble, et comment il faut contribuer chaque jour pour que cet événement soit une réussite pleine et entière. Et que gagne la fameuse équipe qui remporte le tournoi? Je rappelle que ce tournoi aura lieu du 2 au 7 septembre 2023.
Alors, l'équipe gagnera la Rugby Heritage Cup qui est en train d'être dessinée. Donc, on garde un peu le mystère autour de ça parce que je crois que c'est intéressant de garder une forme de curiosité et d'imaginaire autour du trophée. Et puis, elle aura évidemment je pense, le privilège que cette coupe lui soit remise par les 2 premiers capitaines de la première finale de 1987, donc David Kirk et Daniel Dubroca, qui nous ont confirmé leur présence. Donc David Kirk étant le capitaine des All Blacks et Daniel Dubroca le capitaine de la France, qui seront là pour remettre cette coupe à l'équipe gagnante. Sacrée tête d'affiche. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Alors je rappelle donc que cette coupe, ce Rugby Heritage Cup a lieu du 2 au 7 septembre 2023. À peu près 700 enfants y seront. 24 écoles de garçons et 24 écoles de filles du monde entier qui pourront y assister. Et donc 3 matières, rugby à 7, rugby short et rugby chef. Moi, si je peux venir pour la rugby chef, pour me régaler, je peux bien. Parce que moi aussi, je suis gourmande, j'ai le droit. Attends. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Il y a des équipes qui nous ont dit, nous, on sait qu'on vient... on ne sera pas champion pour le rugby, mais on sait qu'on va gagner le tournoi rugby chef. Donc ça, c'est l'équipe d'Inde qui nous a dit ça. À l'inverse, l'équipe d'Irlande nous a dit, nous, on sait qu'on vient gagner le rugby, mais on sait qu'on sera nul au rugby chef, puisqu'on va faire de l'Irish stew, et c'est vraiment pas bon, donc on sait que personne ne va aimer. Donc venez plutôt pour la prestation de l'équipe d'Inde. Bon, je rappelle que l'alcool est mauvais pour la santé, hein. Attention, pas d'abus en tout cas. Merci beaucoup François Roche-Bayard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'organisateur de cette fameuse Rugby Heritage Cup. Très belle soirée à vous et on sera là, on sera au rendez-vous. Merci. Bonsoir. Allez Guillaume, c'est à vous. Place à votre chronique du jour. Quoi de neuf sur les réseaux ? Guillaume, vous allez revenir sur l'épreuve de spécialité de SVT qui fait beaucoup parler sur les réseaux et vous avez pu obtenir en exclusivité pour School TV de premiers éléments du ministère et d'associations de professeurs. Oui, chaque année, le baccalauréat a son lot de polémiques et cette année, ça n'a pas manqué à la règle. Alors, il y a quelques semaines, on parlait de ces enseignants et de ces élèves qui étaient inquiets sur leur non-préparation aux épreuves. Les épreuves ont eu lieu, il n'y a pas eu d'épreuves repoussées. Et bien, cette fois, c'est le sujet de SVT qui fait polémique. Un peu comme tous les ans, il y a toujours un sujet qui a des pétitions, qui recueille des signatures. Cette fois, il était jugé trop dur par certains, hors programme pour d'autres. Je vous laisse regarder le témoignage d'un étudiant, d'un jeune qui a passé cette épreuve. Attendez, carrément, je vais vous lire la question. Montrer que le réchauffement climatique actuel est en partie lié à l'utilisation par l'être humain de l'énergie solaire du passé. Mais qu'est-ce que j'en sais, c'était dans le passé? Comment je peux savoir? C'est lié à l'utilisation par l'être humain de l'énergie solaire du passé. Hein? Et c'est quoi de ces questions? Ma vie, elle se joue sur un truc comme ça. Sur une question, elle fait 2 lignes, même pas. Ouais, il y a mon avenir là. Là, entre mes mains. Voilà, j'ai vraiment mon avenir entre les mains. Alors on pourrait croire à une blague à cause de la voix, mais pas du tout, hein. C'est réellement une vraie préoccupation. Les élèves ont eu raison de se plaindre justement autour de ce sujet. Oui, on a envie d'être moqueur de prime abord. En plus, il y avait des effets vocaux sur TikTok. C'est plutôt rigolo. Il y a une pétition, 1500 signatures. Mais on a décidé d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de comprendre ce qui se passait autour de ce sujet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des éléments troublants. Je vous laisse regarder ce sujet qui fait polémique, ce sujet de SVT, avec cette question: montrer que le réchauffement climatique actuel est en partie lié à l'utilisation par l'être humain de l'énergie solaire du passé. Le premier point, c'est d'abord de savoir s'il est bien raccord avec les notions qui ont été étudiées dans le programme par les élèves de terminale, puisque c'est ce qui fait polémique. On parle du réchauffement climatique actuel, mais de ses causes dans le passé. Dans le programme de SVT, ça fait référence à 2 notions. La première, reconstituer et comprendre les variations climatiques passées, une notion évaluable, et la seconde, comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d'action
une notion qui n'est pas évaluable. Eh bien, pour analyser le réchauffement climatique actuel, il faut passer par cette deuxième notion. Elle n'est pas évaluable puisque, et on va le voir à l'écran, le bulletin officiel spécial numéro 2 du 13 février 2020 la place dans la catégorie des non évaluables. On le voit, les parties suivantes du programme de terminale ne pourront pas faire l'objet d'une évaluation lors de cette épreuve terminale. Donc attendez, si je comprends bien Guillaume, clairement, cette épreuve de SVT était hors programme ? Ah, clairement, parce qu'elle faisait appel à deux notions, l'une dans le programme et l'autre, on vient de le voir, hors programme. Et le problème, c'est que c'était pas hors programme, c'était non évaluable. C'est-à-dire qu'il faut quand même l'aborder, mais qu'on ne peut pas l'évaluer le jour J. Et on le sait très bien, les profs, quand ils ont des notions qui ne sont pas évaluables, ils vont avoir tendance à les zapper tant le programme est dense et tant il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, extrapolons un petit peu, c'est ce qui commence à ressortir du côté des profs. Si on sait que le réchauffement climatique actuel n'est pas évaluable, alors les causes du réchauffement climatique dans le passé, on va avoir tendance à passer un petit peu vite sur ce sujet, à passer vite sur ce chapitre, puisqu'on se dit qu'évidemment il va pas tomber. Regardez, sur Twitter, je suis tombé sur le mail qu'un enseignant a mis à ses élèves. L'ensemble des profs de SVT de France est dégoûté et révolté par le sujet d'aujourd'hui. L'exercice 1 était transversal et très difficile et demandait des notions de première et de terminale d'enseignement scientifique. Dégoûté, révolté. Alors certains rétorquent que c'est la première notion qui était le plus utile, mais les dégâts sont là et en tout cas les enseignants ne sont pas contents. Alors au-delà de cette question justement évaluable, non évaluable, c'est la formulation même de cette question en fait qui pose problème. Oui. Admettons que le ministère revienne et dise bon c'était quand même dans le programme. Que faut-il comprendre derrière le terme l'utilisation par l'être humain de l'énergie solaire du passé, puisque c'était le cœur du sujet, l'utilisation par l'être humain de l'énergie solaire du passé. On aurait tendance à se dire, et c'est ce qu'ont fait bon nombre d'élèves, qu'il fallait prendre l'utilisation de l'énergie solaire, comment l'être humain utilisait le soleil, les panneaux photovoltaïques. C'était un peu tiré par les cheveux que j'ai même pas. Eh bien non. En réalité, il fallait parler de la photosynthèse des plantes. Pourquoi ? Eh bien, dans le passé, le soleil, grâce à la photosynthèse, a permis aux plantes de se développer. Ces plantes sont mortes et se sont transformées en sédiments qui ont formé du charbon, du pétrole. Et c'est ce charbon et ce pétrole qui ont ensuite été utilisés par les hommes pour leurs activités et qui ont causé le réchauffement climatique. Autant vous dire que là, c'était quand même un raisonnement un petit peu alambiqué. Il fallait partir du soleil pour passer aux plantes, pour passer au charbon et pour passer enfin au réchauffement climatique. Si les profs avaient survolé ce chapitre et qu'en plus ils n'avaient pas traité la deuxième partie sur le réchauffement climatique actuel, c'était une catastrophe assurée pour les élèves. Alors Guillaume, vous avez donc mené l'enquête, on le voit bien, et en exclusivité pour School TV, vous avez joint le ministère. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Alors oui, j'ai contacté tout à l'heure le ministère parce que les faits sont quand même assez graves. Un chapitre dont on ne sait pas s'il est vraiment au programme et évaluable d'un côté, de l'autre un sujet qui est mal formulé. Eh bien, le ministère tombé un petit peu dénu. Pour l'instant, personne ne s'est saisi du sujet en interne. Quand j'ai expliqué ce bulletin officiel de 2020 qui mettait cette partie du sujet en dehors du programme, on m'a tout de suite rétorqué « Ah mais attention, c'est une note du bulletin officiel qui évolue tous les ans, c'est-à-dire qu'il y a une actualisation en 2021 et une actualisation en 2022. » J'ai fact-checké en temps réel et oui, il y a bien une actualisation, mais pas pour retirer ces chapitres-là, au contraire, pour en rajouter d'autres par-dessus. C'est une note du bulletin officiel du 29 juillet 2021 et du 14 avril 2022 pour être très exact. Donc, eh bien, au ministère, on explique qu'on va essayer de mener l'enquête. D'accord, donc on mène l'enquête. Les suites, ça va être quoi cette affaire ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le cas de figure un peu dramatique pour le ministère, ça serait qu'ils reconnaissent que le sujet était hors programme et qu'il était alambiqué. Ça n'arrivera jamais, je peux vous le dire, et j'y mets ma main sur l'huile bouillante. Évidemment, la correction va être bienveillante pour les élèves. Il va y avoir ce qu'on appelle des consignes d'harmonisation des notes. Les correcteurs, en clair, vont devoir surnoter cette épreuve qui est une cata absolue. Et sachez, ça on le sait, tous les ans, il y a des profs qui décident de ne pas jouer le jeu et de noter tel qu'ils devraient le noter les élèves. Eh bien, les copies vont être surnotées et ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps dans ces commissions. Ces commissions, d'ailleurs, elles risquent d'être un petit peu houleuses. Elles vont arriver là dans les prochains jours, ces commissions d'harmonisation. C'est les profs qui viennent récupérer les copies. Alors, elles ont été numérisées, donc il n'y a pas de récupération des copies papier, mais il va y avoir des débats pour savoir comment on note, qu'est-ce qu'on met comme point, qu'est-ce qu'on fait si les copies sont hors sujet, qu'est-ce qu'on fait si c'est hors sujet, mais s'il y a quand même d'autres éléments du programme
programme. Bref, ça va être une sombre affaire. De mon côté, j'attends toujours un retour du ministère pour me dire ce qu'il en est sur cette notion de programme. Bien, a priori, avec cette chronique ce soir, il faut forcément revenir vers vous. Alors, pour terminer, vous avez pu aussi échanger avec l'association des professeurs de biologie et de géologie. J'aimerais savoir ce qu'ils vous ont répondu. Oui, ce sont ceux qui sont concernés au premier chef. Ça bouge du côté de cette association. Ils viennent à l'instant, c'était hier soir, d'envoyer un grand formulaire, une grande enquête à tous leurs adhérents pour avoir leur ressenti. Et les questions sont très claires. Est-ce que vous pensez que c'était au programme? Est-ce que vous pensez que c'était bien formulé? Quel ressenti? Comment vous allez noter? Ils sont remontés en tout cas et ils nous ont fait une promesse, c'est que les résultats de cette enquête nous seront communiqués en exclusivité. Merci beaucoup Guillaume pour cette enquête. Effectivement, on aura, j'imagine, l'occasion de reparler de ce sujet probablement demain ou en tout cas la semaine prochaine. Merci mille fois. Allez, c'est l'heure de retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, c'est Cartouche. Regardez. Je crois qu'il y a quelques années, tu as accordé une grande place au bouddhisme. Toujours. Comment ça se fait? Comment est-ce que c'est venu? À l'origine, toi, tu es de confession musulmane? À l'origine, je suis pas de confession du tout. Ma famille, oui. Ouais. Mais moi, je suis anti ça. Anti ça, c'est pas le mot. Je suis pas pour. Ça me va pas, ça me correspond pas. Il y a quelque chose qui me gêne. Donc, donc j'étais assez perplexe sur les religions. Et puis, j'ai... Alors là aussi, ça va être un peu un truc bizarre, mais... avec un pote, on avait fait un pari parce que je ne rentrais jamais dans les boîtes. On me refusait tout le temps. Ouais. Bon, je ne te dis pas pourquoi. Mais, petit délit de faciès. Ouais, mais bon. Et je dis, mais par contre, je dis à mon pote, si je m'habille en fille, on me laissera rentrer. Il fait n'importe quoi. N'importe quoi. Je sais, ouais. Donc j'ai pris le pari. Je me suis déguisé en nana avec des barésies, cheveux plaqués, j'étais super bien rasé. C'était voilà. Et je rentre dans une boîte. Donc voilà, je rentre, c'est ma première fois que je rentre dans une boîte dans le sud de la France. Et au fond, il y a un groupe de filles. Je vais les voir pour voir si ça marche encore. Et je discute avec une fille qui s'appelle Christelle. Et on discute. Et après, je lui dis, écoute, je suis pas une fille, je suis un garçon. Puis elle me fait, je sais, j'avais vu, t'es sympa. Et puis on est sortis ensemble. Ah oui? Ouais, on est restés 3 ans ensemble. Et le matin... J'entends comme des bruits, des sons qui me réveillent, comme des abeilles. Et elle est en train de pratiquer le bouddhisme. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je suis bouddhiste, je fais ci, je fais ça, il y a de l'encens. Donc c'est très tôt, c'est dans tes 20 ans? Ouais, c'est bien sûr. Ouais. Et je m'assois à côté d'elle et je fais ça toute ma vie, quoi. Et autour de toi, c'est perçu comment? Moi, tu sais, j'ai toujours été le bizarre de la famille, l'artiste, tu sais. Si j'avais dit que je prenais la drogue, on aurait dit c'est normal. Si j'avais dit que j'étais gay, on aurait dit c'est normal. C'est l'artiste du groupe. Mais moi, j'ai jamais laissé quelqu'un avoir une attitude négative sur mes choix de vie. C'est mes choix de vie. Si je veux devenir bouddhiste, je suis. Si je veux devenir athée, je le suis. Il n'y a personne à l'extérieur qui m'en empêche. Et finalement, ça passe bien parce que c'est une décision qui est profonde et solide. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Cartouche, pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika, merci Cartouche. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Comment est-ce qu'on peut cartographier les métiers de l'aéronautique et du spatial? Alors ça, c'est la question la plus difficile. Ouais. Et c'est la première. Forcément. En fait, le secteur aéronautique et spatial, c'est un secteur applicatif de plein de métiers. Et donc les métiers, pour arriver dans ce secteur-là, en fait, c'est des métiers qui vont pouvoir aussi être utiles et qui sont utilisés dans plein d'autres secteurs industriels en général. Donc pour travailler dans l'aéronautique et le spatial, quel que soit le niveau, on ne va pas être un spécialiste technicien du spatial ou un ingénieur du spatial. En fait, derrière, il y a des métiers nombreux, variés, des formations variées. Il y a des compétences très variées et également. On peut se dire que pour le spatial, oui, il va falloir la concevoir, la fusée, le satellite, le nanosatellite. Il va falloir le fabriquer, il va falloir l'expédier en vol, il va falloir exploiter les données. Et en fait, on ne rentre pas dans une formation en se disant « Tiens, je vais rentrer dans le spatial ». On rentre dans une formation
Et éventuellement, on fera l'application dans le spatial ou dans l'aéronautique ou dans l'agroalimentaire ou dans l'industrie chimique, pharmaceutique, etc. Et le côté artistique, ça s'apprend comment et est-ce que ça s'apprend dès le plus jeune âge? Alors, c'est ce que j'allais rajouter par rapport à votre très belle présentation, en fait, c'est qu'effectivement, le patinage demande des qualités énormes. Parce qu'il faut être prêt à dire je vais faire du patinage artistique, donc savoir bouger son corps dans tous les sens, c'est au niveau du bas, du haut, de la tête, l'expression. Il faut avoir une condition physique extraordinaire. Il faut avoir du mental, parce qu'à un moment donné, au dernier moment, là, ce qui compte, c'est quand même 60%, c'est la tête au moment de la compète. Faut pas flancher. C'est beaucoup d'heures d'entraînement. On a subi, avant les années 90, il y avait les figures imposées qui demandaient énormément de temps, qui étaient un peu le solfège du patinage, et si vous n'étiez pas bon dans cette discipline, eh ben, vous ne pouviez jamais devenir champion du monde. Et c'était des disciplines un peu rébarbatives. Tous les matins à 7 heures, il fallait qu'on s'en tape 3 heures. Donc quand tu as 7 ans et demi ou 8 ans et qu'on te fait faire des figures comme ça, ou que l'entraîneur, des fois, si tu baisses un peu les doigts, il te mettait un petit coup de baguette, ce qui n'arrivera plus jamais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un autre temps. Je ne sais pas si je dis heureusement ou malheureusement, en fait. Parce que moi, j'ai été élevé un peu à la baguette. Ça n'a pas eu beaucoup de conséquences sur moi. Ce qui est le cas encore, vous pensez, dans d'autres pays aujourd'hui, quand je pense aux Russes, par exemple? Sur le sport de haut niveau, en fait. Si, à un moment donné, sur le sport de loisir, effectivement, il faut protéger les enfants qui commencent très tôt, et puis il faut que ça reste du loisir et du plaisir. Mais si vous voulez devenir un champion du monde ou un champion olympique à 20 ans, à un moment donné, à 15-16 ans, quand vous rentrez dans l'âge un peu difficile, vous préférez rester chez vous sur la console de jeu plutôt que d'aller vous entraîner. Et c'est dommage de passer à côté de certains talents. C'est-à-dire que vous avez découvert la souffrance, entre guillemets, assez rapidement, quand on repousse les limites de son corps. Et quand on est jeune, on ne prend pas ça pour une souffrance. D'accord. On prend ça plus pour dire, si on progresse. Alors quand on stagne, c'est là où la souffrance peut avoir des conséquences plus importantes que le plaisir. Mais si les résultats sont là. Mais si les résultats sont là et qu'on progresse, moi je pense que, en fait, on récupère tellement vite quand on est jeune. Et puis on a l'impression d'être privilégié. Quand on s'entraîne 6 heures par jour, on n'est pas 6 heures par jour à l'école. Alors 6 heures par jour, à partir de quel âge, vu votre talent? À 8 ans, moi, quand j'ai intégré le sport-études, mais parce qu'il y avait ces fameuses figures d'école, les figures imposées. Même pour la danse sur glace, c'est un truc avec toujours les mêmes musiques, on entendait ça tous les jours, toute la journée. Et après, à partir de 91, on a eu que 3 heures d'entraînement par jour parce que les figures imposées ont été éliminées. Et on pouvait se consacrer à ça, mais on a rajouté de l'entraînement sur la préparation physique. On dit que c'était plus facile avant. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, tout est montré, tout est vu, tout est analysé, tout est critiqué du coup. Donc puisque c'est vu, j'ai le droit de le critiquer. Donc chaque mère, chaque parent se dit mais aujourd'hui on va me critiquer, on va dire que ça c'est pas ok. Quand c'est pas les réseaux sociaux, c'est les copines. Quand c'est pas les copines, c'est la famille, etc. Et ça renvoie aussi plus généralement, vous en parlez aussi, à ce qu'on appelle la charge mentale. Ouais, tout à fait. Ouais. Effectivement, il y a aujourd'hui, je trouve une charge mentale qui est encore plus présente, qui est celle de la pression sociale, en fait. La pression sociale, la pression des autres parents, et qui est maintenant, aujourd'hui, intériorisée. C'est comme la bien-pensance parentale, qui est l'intériorisation du politiquement correct des idées reçues. Là, la charge mentale, c'est ça aussi. Enfin, découle de la bien-pensance une charge mentale assez importante. C'est-à-dire, est-ce que je fais bien est-ce que je fais bien selon ce que j'ai lu, etc. Les bouquins, c'est très très fort. Ils influencent énormément les parents. Oui, mais là, vous en rajoutez une couche quand même. Hein. Vous imaginez, les parents qui vont venir vous voir, qui vont vous dire, attendez, Lénaïque, vous m'avez écrit page 64, je ne sais quoi, et alors j'arrive pas, je souffre énormément. Alors ça, c'est effectivement, mon livre, le titre de mon livre, c'est une injonction. Ouais. Mais je réponds toujours que s'il y a bien une injonction à garder, c'est peut-être celle-ci. C'est peut-être celle-ci, c'est vrai. Et alors moi, je trouve que le problème, c'est pas forcément qu'il y ait plein d'injonctions, le problème, c'est pas les injonctions, c'est que c'est le nombre d'injonctions, et c'est des injonctions contradictoires. En réalité, les parents, un jour, ils vont lire ça, le jour d'après, ils vont lire ça un jour, ils vont lire ça d'un psy, le jour d'après, ils vont lire ça d'un thérapeute. Donc, ils sont perdus dans ces idées-là. Mylène, que c'est particulier quand même, cette casquette d'arbitre? Ah, je confirme. Et je vous invite en plus à aller voir mon travail. En fait, j'ai fait une recherche sur justement le changement de notation et de système de notation du patinage artistique. Et en fait, c'est vrai que ça a totalement changé pour être plus cadré, plus compréhensible. Mais ça l'est toujours pas forcément au niveau artistique. Au niveau notation technique, des éléments techniques, c'est bien plus simple. Mais artistique, pour faire du ballet sur glace, déjà, c'est par exemple une autre discipline et c'est d'autant plus difficile à juger, à comprendre, à rendre subjectif, pas subjectif, pardon, à rendre plutôt objectif justement comme jugement, donc c'est très difficile.
C'est simple pour le juge qui pratique. Après, nous, même en télé, avec Nelson Montfort, quand on commente, pour expliquer aux personnes qui nous écoutent en l'espace de 30 secondes... Même vous, c'était compliqué. Mais non, mais c'est un algorithme tellement compliqué. Alors, c'est vrai, je rejoins Mylène, sur l'aspect technique, c'est très bien. Tout a été codifié. Ça veut dire qu'on ne peut pas justifier de dire t'as fait un triple load, c'est entre vous deux, il y a une différence de points énorme. C'est limité, le nombre de points à l'appréciation personnelle du juge reste quand même prédominant. Mais vous avez un code par saut et qui est validé par 2 spécialistes. Alors avant, on avait des gens qui étaient devenus juges sans forcément avoir fait du patinage aussi. Aujourd'hui, c'est un petit peu quand même beaucoup plus cadré, beaucoup plus réglementé. Et ça, à la limite, tant mieux. Mais sur l'aspect artistique, c'est effectivement, il y a un peu plus de liberté à pouvoir encore aider... évidemment, à hauteur à équivalence, veut dire de performance. On ne peut pas mettre un tocard non plus sur la première marche du podium, mais il y a effectivement, sur l'artistique, on peut encore favoriser des gens si on estime que... Parce que là, il n'y a pas de réglementation précise. De Paris à Toulouse à vélo, vous avez suivi le périple de 2 étudiants. Absolument. Vous allez nous le faire suivre, surtout. Voilà. Non, moi très peu pour moi. Mais parce qu'ils ont pédalé 85 km par jour, tous les jours, pendant 10 jours. Ah oui, quand même. Voilà. Donc ils sont courageux. En vrai vélo ou comme moi avec le truc, la batterie, tout ça? Non, en vrai vélo. Ah, en vrai vélo. Il s'appelle Alban et Grégoire. C'est 2 étudiants qui ont donc fait ce pari fou d'un grand voyage à vélo. L'idée, elle est assez claire depuis le départ, c'est sensibiliser les gens à l'écologie. Si on peut faire une aussi longue distance à vélo, les gens peuvent le faire pour leur trajet du quotidien. Il y avait donc du sens, il y avait un message, ils se sont quand même entraînés avant de partir. Pas de VTT ou de sprint d'ailleurs, juste des trajets avec Vélo Toulouse. Mais oui, c'est un peu le Vélib, mais alors, Vélib, c'est pour les Parisiens, Vélo voilà. Toulouse, c'est à Toulouse. Exactement, ce sont ces vélos en libre service. Et d'ailleurs, l'entreprise qui est gestionnaire de ces vélos en a débloqué 2 pour eux et les a floqués à l'effigie de ces 2 jeunes hommes pour le voyage. Ils ont donc partagé tout leur périple sur Instagram. Allez voir, ça s'appelle Try It Concept. Et en regardant leur story, je crois qu'actuellement, ils sont en Colombie déjà et qu'ils ont décidé de faire toute la Colombie en bus. Donc allez les suivre. Ils sont très sympas, c'est assez drôle de suivre leurs aventures. Et alors le prochain challenge, j'ai adoré. Ils ont prévu de traverser l'Occitanie en trottinette électrique. Voilà pour l'émission. Merci beaucoup à vous tous de nous suivre. Canal 247 sur les Freebox, schooltv.com pour revoir toutes les émissions. Merci Guillaume, notamment pour cette information très importante aujourd'hui au niveau de ce sujet hors programme, potentiellement hors programme en SVT. On mène l'enquête. Vous la menez. On reviendra, évidemment, on va rien lâcher pour savoir quelles suites vont être données. Aujourd'hui, à la réalisation, je remercie Angèle Jean-Girard, Héloïse Merlin au son, maquillage Taï Sayad, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Et un gros bisou aussi à notre grande directrice Déborah Rimbaud. Très belle soirée à tous.